Merci Louis pour ces mots introductifs bien gentils. Monsieur le sénateur Bernard Jomier, Madame la sénatrice, messieurs, mesdames, mes chers collègues, aussi je salue Hans Kluge, un ami, le directeur régional de l'OMS. C'est en effet la deuxième conférence européenne sur la qualité de l'air intérieur. La première, on l'avait tenue à Berne, dans la Berne fédérale. Donc on a toujours eu envie, avec l'Organisation mondiale de la santé, et notamment son bureau européen, de pouvoir essayer d'échanger entre les scientifiques, la société civile et les acteurs politiques, les décideurs du pays, pour pouvoir échanger sur les solutions, sur les enjeux et sur les solutions qui nous paraissent être les plus pragmatiques et les plus réalistes pour essayer de résoudre ces problèmes et de répondre à ces enjeux. Alors les enjeux, quels sont-ils? Vous l'avez déjà esquissé, monsieur le sénateur. Alors, on passe 90% de notre temps en espace intérieur. Les enfants passent probablement entre 10 et 15% de leur vie d'enfants d'âge scolaire dans les salles de classe. Et ça a été rappelé par Hans Kluge, peut-être 70 à 80% de ces salles de classe sont mal ventilées aujourd'hui. En France, des études qui vont peut-être nous être rappelées par Santé publique France, par également l'ANSES, par le CSTB ont montré que au moins 40% des classes étaient très mal ventilées. Les enjeux sont majeurs. Alors, on a parlé des virus respiratoires, on a bien vu le problème du Covid, le problème de la grippe cette année d'ailleurs, la rougeole, la varicelle, ce sont tous des agents qui sont transmis par cette voie aérosol dans des lieux mal ventilés, éclos, bondés, typiquement les salles de classe. Je pourrais rajouter la rubéole, les bronchiolites, c'est-à-dire le virus respiratoire syncytial en grande partie, mais aussi des bactéries comme la coqueluche, la diphtérie, et puis aussi la légionellose, les méningites, la tuberculose. La tuberculose est entièrement transmise par voie aérienne, l'aspergillose. Ma voisine, Isabella, parlera peut-être aussi des allergies, de l'asthme. Vous avez parlé des performances scolaires. Il y a eu des études qui ont très clairement montré qu'une mauvaise qualité de l'air intérieur, un haut niveau de CO2, était très défavorable aux performances scolaires. Le fardeau est colossal. Hans Kluge a parlé de cette étude montrant qu'il y avait 19 milliards d'euros qui s'évaporent, si je puis dire, dans ces lieux confinés. Alors, les vaccins sont souvent insuffisants pour prévenir. On le voit dans toutes les maladies dont j'ai parlé. Certaines sont résurgentes, d'autres sont persistantes, et puis certains vaccins ne permettent pas de complètement empêcher la transmission de ce produit. Peut-on avoir pour autant une utopie qui est celle de l'élimination de ce type de maladie respiratoire? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'avec un air de qualité, on pourrait ne plus avoir affaire à ce type de maladie? C'est en effet un peu utopique, mais je voudrais, et je me plais souvent à rappeler l'utopie de l'élimination du choléra. On était au milieu du 19e siècle, en 1854, quand l'idée prévalente était à l'époque que c'était les miasmes, c'est-à-dire les odeurs en fait, qui transmettaient le choléra. Et John Snow, qui était l'accoucheur de la reine Victoria d'ailleurs, un médecin, avait cette conviction que peut-être ça n'était pas les miasmes qui étaient responsables. Et il a fait peut-être une des premières études épidémiologiques qui a montré que c'était l'eau de la Tamise pompée par notamment la pompe de Broad Street, qui était l'explication de cette transmission. Pour le prouver, il a fait enlever la manivelle de la pompe de Broad Street. Si vous allez à Broad Street, dans le quartier de Soho, à Londres, vous la retrouvez toujours, sans sa manivelle. Et il a ainsi démontré que c'était l'eau consommée par les habitants pauvres, d'ailleurs le plus souvent de ce quartier populaire de Londres, qui se contaminait de cette façon-là. Et il a fallu 50 ans pour que, véritablement, le pouvoir politique adresse le problème de façon sérieuse, c'est-à-dire assainisse l'eau, permettent aussi la purification de l'eau par la chlorination, etc. La manivelle de la pompe de Broad Street, on l'a trouvée pendant la pandémie. C'était la fermeture des écoles. Vous savez,
la pompe de Broad Street, ce n'est pas une solution. C'est juste une preuve que la transmission se fait par l'eau, mais ce n'est pas une solution. Il faut bien que les gens boivent de l'eau. Ils n'allaient pas se mettre à boire du whisky ou de la bière, les habitants de Soho. Il fallait vraiment qu'ils puissent reboire de l'eau. De la même façon, la fermeture des écoles, alors l'efficacité, elle a été claire. Hein. La morbidité a diminué de 62%, selon une étude des CDC publiée dans le JAMA. Après la fermeture des écoles, la mortalité même chez les personnes âgées a été diminuée de 58%. Le BMJ a également dit la même chose, un papier de Samuel Hume qui faisait une revue de la littérature. Nous avions montré dans l'unité que je partageais avec Dominique Osaggiola, dans un papier qui avait été publié avec Simon Cochemez dans la revue Nature, que quand on fermait les écoles en France au mois de février, on ne les ferme pas, c'est les vacances scolaires qui les ferment, mais on s'apercevait, grâce au réseau Sentinelle, on a pu montrer cela, qu'il y avait une diminution de la mortalité, enfin de la morbidité et aussi de la mortalité des personnes âgées. C'est-à-dire que, en effet, la fermeture des écoles est efficace sur la réduction du fardeau, de l'absentéisme, de la productivité, des coûts. On avait regardé cela aussi avec Dominique Costagliola, des coûts médicaux directs et indirects. Donc oui, agir dans les écoles, mais certainement pas en fermant les écoles. On a vu le drame que ça a été sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique parfois, sur le plan sanitaire, y compris sur la santé mentale des jeunes. L'objectif n'est pas d'enlever la manivelle de la pompe de Broad Street. Mais on peut quand même essayer de viser, je ne sais pas si c'est l'élimination, mais en tout cas la réduction du fardeau. On peut avoir la même utopie que celle de nos scientifiques et de nos politiques de la fin du 19e et du 20e siècle pour les maladies à transmission hydrique. L'enjeu, c'est donc aujourd'hui de faire parler la prévention. Les politiques, je ne sais pas si vous partagerez mon analyse ici, mais les politiques sont plus à l'aise dans la gestion des crises. La gestion des crises, finalement, on retrouve l'action politique immédiate, efficace, rapide et une adhésion du public. Finalement, on voit que pendant la grande crise de la pandémie, pendant le pire des moments des confinements absolus qui ont eu lieu notamment en France, mais dans beaucoup de pays dans le monde au même moment, il y a eu une adhésion de la population. En tout cas, il y a eu une résilience de la population et les politiques, Conseil de défense après Conseil de défense, ont été plutôt à l'aise, beaucoup plus finalement que dans l'après-crise, beaucoup plus que dans la préparation ou la prévention des crises. La prévention, c'est un peu l'angle mort de la politique. L'enjeu, c'est aussi donc de savoir tirer les leçons du Covid. Et en fait, je pense que l'idée que la transmission se fait de façon prédominante, de façon substantielle, peut-être, on n'en sait rien, même les scientifiques sont ici en débat, peut-être de façon quasi exclusive, par l'air pour des virus respiratoires comme le SARS-CoV-2 du Covid, c'est un legs qu'il faut absolument retenir de cette pandémie parce qu'il peut peut-être nous permettre d'enlever la pompe de la manivelle de la pompe de Broad Street. Merci à tous. Et puis, je suis très, très heureux d'entendre des experts autour de cette table qui sont d'une très grande qualité. Et puis aussi que les politiques nous aient accompagnés pour organiser dans cette ancienne église devenue une très belle salle de réunion de la République et de la République française. Et pour l'Europe, parce que je sais que des Italiens sont présents, je sais qu'il y a beaucoup de gens en ligne aussi, je sais qu'à Berlin, à Vienne, on veut faire la même démarche pour toute l'Europe. Essayons d'enlever la manivelle de la pompe de Broad Street d'une façon intelligente pour les enfants et pour la société.